Bonjour et bienvenue à cette webconférence organisée par la Poste Occitanie. Aujourd'hui, nous accueillons Magali Flacher. Elle est chef de projet à l'INSEE Occitanie et elle va nous présenter les impacts de la crise sanitaire pour les bénéficiaires des prestations sociales de notre région. Et pour commencer, je vois que vous êtes nombreux cet après-midi à participer pour la première fois à l'une de nos webconférences. Vous ne connaissez donc pas, pour certains d'entre vous, la plateforme d'observation sociale, donc je vais vous en dire quelques mots en introduction. Alors, je m'appelle Hélène Lecomte, je suis l'animatrice de la Poste Occitanie, dont la coordination est assurée par Dominique Terré, qui est statisticienne à la DRETS, la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Et pour l'heure, Dominique est là, vous avez pu voir qu'elle vous écrivait, elle est là derrière le chat pour vous transmettre au fur et à mesure des informations et des liens utiles. Alors, qu'est-ce que la Poste Occitanie? C'est une plateforme qui réunit des acteurs de l'action sociale du territoire régional. Notre objectif, c'est d'éclairer des phénomènes sociaux observés dans notre région en mutualisant les connaissances apportées par chacun de ces acteurs et en les faisant se confronter. Ces acteurs sont les directions régionales de l'État, des organismes de protection sociale, des associations, des collectivités, des universités et des instituts de formation et de recherche. Ils adhèrent à la plateforme sur la base du volontariat. Alors, vous le voyez, ce sont des acteurs divers qui ont des angles de vue différents et complémentaires sur des sujets d'intérêt partagé, et c'est ce qui rend la mutualisation de leurs connaissances respectives si riche. Nous produisons avec eux une connaissance commune sur la base des études qu'ils peuvent produire, des expérimentations qu'ils peuvent mener, de l'expérience de terrain qui est la leur, en un mot, de l'expertise apportée par chacun d'entre eux. Voilà pour cette rapide présentation de la Poste Occitanie et je vous invite à consulter notre site web si vous souhaitez plus de détails. Voilà, Dominique vous transmettra dans le chat d'ici la fin de la présentation d'autres liens utiles et notamment celui vers l'étude sur laquelle repose cette présentation. Je vous en donne quelques éléments de contexte et je passe ensuite la parole à Magali Flacher. C'est une étude qui repose sur des travaux annuels sur la précarité réalisés au sein d'un partenariat régional. INSEE, CAF, ARS, Pôle emploi, DRETS, ARCMSA et CARSAT. Ces travaux, ils sont constitués d'une part d'un tableau de bord et d'autre part d'une étude thématique qui aborde une problématique d'intérêt pour la région. Et cette année, on y cible les conséquences sociales de la crise sanitaire. Voilà, je m'arrête là, je passe la parole à Magali Flacher et je reviens vers vous à l'issue de cette présentation pour me faire le relais de vos questions. À tout à l'heure. Magali, c'est à vous. Merci Hélène. Bonjour à tous, je vais déjà partager mon support. Hop là. Voilà, j'espère que c'est bon pour tout le monde. Là, le but de mon intervention, c'est de vous expliquer l'approche privilégiée par l'INSEE pour appréhender l'impact social de la crise sanitaire. Et cette approche, elle se fait avec le suivi des effectifs d'allocataires de 3 prestations sociales, que sont le revenu de solidarité active, le RSA, l'allocation de solidarité spécifique, l'ASS, et la prime d'activité. Alors, lorsqu'il est apparu que la pandémie de Covid-19 allait s'installer dans la durée, avec des répercussions très fortes, un des enjeux pour l'INSEE, c'était d'éclairer les conséquences de la crise sanitaire. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'aspect santé, la crise due à la pandémie de Covid-19, c'est d'abord une crise économique, puis une crise sociale. Sur le volet économique, l'INSEE s'est adapté assez rapidement pour produire des indicateurs de suivi conjoncturel qui ont permis de mesurer les conséquences sur le marché du travail, sur l'investissement, sur la production. Et sur le plan social, les effets de la crise économique sont plus diffus. On est sur une temporalité qui n'est pas la même que celle du marché du travail. On va être plus sur du moyen, voire du long terme. Et surtout, les indicateurs à mobiliser sont moins évidents que ceux utilisés pour un suivi d'économie. Donc, un des premiers objectifs de notre étude, c'est de donner une idée des répercussions sociales engendrées par la crise économique. Autrement dit, appréhender l'évolution des ménages les plus précaires. Alors, le service statistique du ministère des Solidarités et de la Santé, l'adresse, c'est la référence en matière d'analyse statistique nationale sur les phénomènes sociaux et de santé.
L'adresse a mis en place en décembre 2020 un suivi mensuel des impacts sociaux, notamment au travers du suivi des prestations de solidarité. Pourquoi? Parce que les prestations de solidarité, elles existent justement pour apporter un soutien aux ménages en difficulté financière notamment. Donc l'adresse propose toute une batterie d'indicateurs sur lesquels on reviendra par la suite, mis à jour tous les mois, accompagnés d'un communiqué de presse pour commenter les principales évolutions nationales. Ces indicateurs nationaux, ils sont aussi déclinés à l'échelle régionale. Donc un second objectif de notre étude, c'était de réutiliser, de mettre en valeur ces données existantes pour la région Occitanie, avec un sous-objectif qui était d'accompagner le plus possible le lecteur. Pourquoi? Parce qu'on est sur un sujet avec un vocabulaire qui ne fait pas partie du quotidien, et on a des modes de calcul mis en place pour les attributions des prestations qui ne sont pas forcément évidents. Donc dans une première partie, on va balayer les indicateurs mis à disposition par l'adresse pour au final retenir de suivre l'évolution des allocataires des 3 dispositifs dont nous avons déjà parlé, le RSA, l'ASS et la prime d'activité. Donc petit point de définition rapide, le RSA et l'ASS, ce sont 2 minima sociaux qui s'adressent à des personnes sans emploi et qui leur garantit un revenu minimum. La prime d'activité, c'est une aide qui s'adresse à des travailleurs qui ont des revenus modestes. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, elle sera consacrée à l'impact de la crise économique sur les allocataires du RSA et de l'ASS. Et enfin, la troisième partie portera sur l'impact de la crise économique sur les allocataires de la prime d'activité. Alors, comment mesurer l'impact social de la crise économique? La première étape, c'est d'aller regarder les indicateurs disponibles dans les données actualisées mensuellement par l'adresse. Il y a en fait 3 grandes catégories de données. On a tout d'abord des données sur les allocataires des minima sociaux dits d'insertion, donc le RSA, l'ASS, mais également l'allocation adulte handicapé. Il y a ensuite des données sur les allocataires d'autres prestations sociales, que sont la prime d'activité, les aides au logement et la garantie jeune. Et enfin, des données sur des aides destinées aux étudiants, avec l'aide spécifique ponctuelle et les repas à 1 €. La deuxième étape, c'est d'aller faire le tri dans ces indicateurs. Et pour faire le tri, un des moyens, c'est de définir à quelles questions précises on cherche à répondre. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'illustrer les difficultés des ménages face à la dégradation du marché du travail. On veut donc répondre à la question: qu'est-ce qu'il se passe du côté des recours aux prestations de solidarité lorsque le marché du travail se dégrade? On doit donc utiliser comme indicateur des prestations qui ont une dépendance nette à l'activité économique. Ça, c'est une condition nécessaire, mais ce n'est pas une condition suffisante. Il faut également que les conditions d'attribution de la prestation permettent un suivi conjoncturel. Je m'explique. Pour déterminer si on est éligible ou non à une prestation, il y a notamment une condition de ressources. Pour certaines prestations, les ressources prises en compte sont celles des 3 derniers mois, ce qui garantit un suivi conjoncturel. Mais pour d'autres, les ressources prises en compte sont celles de l'avant-dernière année. Ça signifie que pour une prestation demandée en 2020, par exemple, on va estimer les revenus de 2018. Et à ce moment-là, un suivi conjoncturel n'est pas possible. Donc si je reviens maintenant sur notre liste d'indicateurs, on a 3 prestations qui répondent à la fois aux critères dépendance à l'activité économique et aux critères mode de calcul compatible avec un suivi conjoncturel. Ce sont le RSA, l'ASS et la prime d'activité. Ici, je ne vais pas rentrer dans les détails des raisons qui nous ont poussé à écarter les autres prestations, mais on peut y revenir dessus lors du temps d'échange si vous le souhaitez. Par contre, je vais expliciter le choix de nos indicateurs retenus. Alors déjà, le RSA, il s'adresse à toute personne qui est âgée d'au moins 25 ans ou qui assume la charge d'un enfant né ou à naître. Et l'ASS s'adresse à des demandeurs d'emploi en fin de droit. Donc, RSA et ASS sont des minima sociaux d'insertion qui s'adressent à des personnes sans emploi pour leur assurer un revenu minimum. Le versement de ces prestations, il implique notamment la recherche active d'emploi. Et en ce sens, la situation sur le marché du travail joue sur les possibilités de trouver un emploi et donc sur les possibilités de sortie des dispositifs. Donc on a bien un lien direct avec le marché du travail. Plus spécifiquement pour l'ASS, comme cette aide s'adresse à des demandeurs d'emploi qui ont épuisé leur droit à l'assurance chômage, eh bien les effectifs de l'ASS dépendent certes de la situation économique, mais ils dépendent aussi des conditions pour bénéficier de l'assurance chômage. Vous verrez par la suite que ça joue.
De son côté, la prime d'activité s'adresse à des travailleurs, qu'ils soient salariés ou indépendants, et qui perçoivent des revenus modestes. On se doute bien que les conditions d'emploi du marché du travail vont jouer sur les effectifs d'allocataires. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet en allant regarder les impacts de la crise sanitaire sur les effectifs d'allocataires du RSA et de l'ASS. Volontairement, on commente les évolutions des recours à ces deux dispositifs en même temps, car les entrées et les sorties dans les prestations se font de manière similaire, et du coup leurs évolutions sont similaires. Alors, dans toute la suite de la présentation, je vais systématiquement schématiser les mécanismes à l'œuvre pour des fins de simplification. Donc, on suppose ici que toutes les conditions pour être éligible à une prestation, c'est-à-dire les conditions de revenu, les conditions d'âge, sont remplies. Si on se place du côté des entrées dans les dispositifs, on rentre dans le RSA quand on perd son emploi, et on rentre dans la SS quand on est chômeur, qu'on arrive à la fin de ses droits chômage et qu'on n'a pas trouvé d'emploi. À noter que les chômeurs en fin de droit qui ne peuvent pas prétendre à la SS peuvent par contre prétendre au RSA. Du côté des sorties, on sort des deux dispositifs de la même manière quand on retrouve un emploi. Ça veut dire que lorsqu'on a une dégradation du marché du travail, on a des situations de perte d'emploi qui sont plus courantes, ce qui augmente les entrées dans le RSA, et on a une limitation dans les possibilités de trouver un emploi. Ça augmente les entrées de chômeurs en fin de droit, et ça réduit les sorties des deux dispositifs qui se faisaient via un retour à l'emploi. Donc pour résumer, une dégradation du marché du travail va se traduire par une hausse des effectifs du RSA et de l'ASS. Alors penchons-nous maintenant sur la situation d'avant-crise, c'est-à-dire en février 2020. Déjà des ordres de grandeur, les allocataires du RSA, c'est en Occitanie 194 070 personnes en février 2020, et les allocataires de l'ASS, c'est 36 500 personnes en février 2020. Le RSA est en bleu et l'ASS est en jaune. Vous voyez, les effectifs, les niveaux d'effectifs ne sont pas du tout les mêmes. C'est ce qui nous pousse à représenter les évolutions à l'aide de séries en base 100 pour pouvoir afficher simultanément les évolutions des deux dispositifs. Alors, une série en base 100, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une série qui représente non pas des niveaux d'effectifs, mais des évolutions. Et les évolutions sont en référence à un point donné, notre base 100. Ici, on a pris une base 100 en février 2020, donc juste avant la crise, et tous les autres points vont être des taux d'évolution par rapport à ce point de base. Donc, par exemple, si en mars 2020, je suis à 120, ça veut dire que j'ai une augmentation de 20% des effectifs par rapport à février 2020. Si en avril 2020, je suis à 90, ça veut dire que j'ai une baisse de 10% des effectifs par rapport à février 2020, toujours par rapport à ce point-là. Pour la suite, on va étudier la période qui court de mars 2020 à mai 2021, et on va avoir deux sous-périodes distinctes, une de hausse des effectifs, puis une de baisse. Alors la première période, la phase de hausse des effectifs, la voici. Les rectangles grisés sont les périodes de confinement. Et là, volontairement, je ne vais pas rentrer dans le détail des évolutions des effectifs durant le premier confinement, car on est sur une période qui est très particulière, avec des mesures d'urgence qui ont été prises par le gouvernement pour sécuriser les droits des allocataires. Et ces mesures d'urgence ont provisoirement déconnecté de la réalité économique les évolutions de ces dispositifs. Donc on se concentre sur les évolutions à partir de juin 2020. Et à partir de juin, on a deux explications principales à la hausse des effectifs. Donc on a tout d'abord la dégradation du marché du travail, qui a multiplié les entrées dans le dispositif et réduit les chances d'en sortir. Et en parallèle, fin juin, il y a eu la fin des mesures d'urgence du premier confinement. Spécifiquement pour nous, ça veut dire que les mesures qui étaient destinées à prolonger les allocations chômage des demandeurs d'emploi en fin de droit se sont arrêtées, ce qui a généré de manière groupée des bascules en ASS ou en RSA. Alors, les points à noter sur ces deux courbes. Premier point, vous avez une hausse de l'ASS qui paraît très importante par rapport à celle du RSA. Cela est dû aux différences d'effectifs. Pour rappel, les effectifs de l'ASS sont très faibles par rapport à ceux du RSA. On est sur 36 000 versus 194 000. Ça veut dire qu'un même nombre de nouveaux entrants va se traduire par un pourcentage de hausse plus important dans l'ASS. Deuxième point, vous avez des évolutions qui sont similaires mais en léger décalé.
Le pic est atteint en septembre 2020 pour l'ASS et en novembre pour le RSA. C'est dû au fait que les modalités de calcul ne sont pas les mêmes. Le versement de l'ASS, il est conditionné à une déclaration de revenus mensuels, tous les mois, tandis que celui du RSA est conditionné à la déclaration d'un revenu moyen sur 3 mois. Et ça suppose pour certains l'attente effective de ces 3 mois pour devenir éligible et demander le RSA. La deuxième période, c'est une phase de baisse des effectifs. Durant l'été, une reprise économique s'est amorcée, s'est confirmée depuis, ce qui a multiplié les occasions de retour à l'emploi et donc les sorties des dispositifs. Ensuite, plus spécifiquement pour la SS, la diminution des effectifs est accentuée par de nouvelles mesures d'urgence qui ont été prises. Fin 2020, les droits des allocataires d'une assurance chômage ont été de nouveau sécurisés. Donc en particulier, les droits des demandeurs d'emploi en fin de droit ont été prolongés jusqu'en juin 2021. Et donc de fait, les entrées dans la SS sont limitées. Alors si on représente de manière complète les évolutions des effectifs du RSA et de l'ASS, voici ce que ça donne. Sachant qu'est rajouté en pointillé les évolutions de la France métropolitaine. Donc, on a en bilan un pic d'effectifs qui atteint au second semestre 2020, septembre pour le SS, novembre pour le RSA. En 2021, on a un retour à un niveau proche, voire inférieur pour la SS à la situation d'avant-crise, et une évolution qui, vous le voyez, est assez similaire à celle de la France métropolitaine. Donc passons maintenant du côté de l'impact de la crise économique sur les effectifs d'allocataires de la prime d'activité. Donc pour rappel, la prime d'activité, c'est une aide qui s'adresse aux travailleurs aux revenus modestes. Donc on a forcément une dépendance à l'activité économique. Mais les liens entre la situation sur le marché du travail et le nombre d'allocataires de la prime d'activité sont moins immédiats que ceux qui existent pour le RSA ou l'ASS. Alors, en temps normal, les entrées, qui sont ici matérialisées par les flèches grises, ont deux origines. Une entrée via une baisse de revenus d'une personne qui est déjà en activité, ou une arrivée sur le marché du travail sur un emploi qui procure des revenus faibles, parce que on prend un emploi précaire ou un emploi avec un temps partiel. Les sorties, qui sont matérialisées par les flèches vertes, elles s'opèrent soit à la suite de la perte de son emploi, c'est-à-dire une absence totale d'activité, soit à l'inverse en bénéficiant de revenus plus conséquents qui font passer au-dessus du seuil d'éligibilité. Ça signifie qu'on a des entrées et des sorties du dispositif qui sont dues à des échanges entre le monde du travail et le monde du chômage. C'est la partie basse du schéma. Donc avec côté entrée, les arrivées sur des postes qui payent peu, et côté sortie, les pertes d'emploi. Et ensuite, on a des entrées et des sorties du dispositif de personnes déjà en activité et qui sont dues à une évolution de leur niveau de revenu. Donc là, c'est la partie haute du schéma. Avec côté entrée, une baisse de revenus qui fait passer en deçà du seuil d'éligibilité. Et côté sortie, une hausse de revenus qui fait passer au-delà du seuil d'éligibilité. Petite parenthèse sur les baisses de revenus. Spécifiquement dans notre contexte de crise sanitaire, les baisses de revenus, elles font suite, donc certes à l'effet mécanique de l'évolution du marché du travail, avec une réduction de l'activité qui se traduit par une baisse du salaire des salariés et une baisse du revenu d'activité des travailleurs indépendants. Mais on a un effet aussi dû aux mesures d'urgence prises par le gouvernement. On a les recours aux dispositifs de chômage partiel qui ont été facilités, avec un élargissement du public cible, un raccourcissement des délais pour y prétendre. Les entreprises ont en conséquence fortement utilisé ce dispositif. Et les indemnités de chômage partiel sont considérées non pas comme des indemnités de chômage, mais comme des revenus d'activité. Et elles entrent ainsi en compte dans le calcul d'attribution de la prime d'activité. Ça veut dire que les salariés qui sont concernés par un passage au chômage partiel, en général perçoivent moins de primes, une indemnité éventuellement inférieure à leur revenu habituel, et ils peuvent potentiellement devenir éligibles à la prime d'activité. Donc on sent bien qu'on a des effets entrées, des effets sorties qui jouent en sens inverse. Dans le cas d'une dégradation du marché du travail, on va avoir une réduction d'activité, donc des baisses de revenus pour les salariés et les indépendants, ce qui veut dire plus d'entrées dans le dispositif. Mais la dégradation du marché du travail, ça veut aussi dire plus de pertes d'emplois.
donc plus de sorties du dispositif, puisqu'il faut travailler pour pouvoir y prétendre. Et dans le cas d'un marché qui redevient dynamique, on a d'un côté une progression de revenus pour les salariés et les indépendants, donc plus de sorties, puisque plus de gens qui ont des revenus supérieurs au seuil d'éligibilité. Et en parallèle, on a des retours à l'emploi plus importants, y compris sur des emplois aux revenus modestes, ça veut dire plus d'entrées. Donc les effectifs d'allocataires de la prime d'activité, ils vont évoluer en fonction de l'effet qui va prendre le pas sur l'autre. Alors, petit point avant crise. On va procéder exactement de la même manière que pour les évolutions RSA et ASS. Donc en Occitanie, en février 2020, on a 460 610 allocataires. Et comme précédemment, donc on va suivre l'évolution des effectifs à l'aide d'un graphique en base 100. Sur la période qui court de mars 2020 à mai 2021, on va avoir 4 périodes distinctes de hausse et de baisse des effectifs. Et pour chacune de ces périodes, je vais vous expliquer quel est l'effet qui prend justement le pas sur l'autre. Alors la première période, c'est celle qui court de mars à juin 2020. C'est une période de légère hausse des effectifs. Sur le marché du travail, on a donc une très forte dégradation. Du côté des échanges entre le monde du travail et le monde du chômage, on constate des pertes d'emploi. Et du côté des échanges dus aux évolutions de niveau de revenus, on constate des baisses de revenus. Celles-ci, elles sont d'autant plus courantes qu'on a un fort recours au dispositif de chômage partiel. Et c'est cette période qui prend le dessus, notamment en fin de période. Et les effectifs donc augmentent légèrement. La deuxième période, celle de juillet-août 2020, c'est une période de baisse des effectifs. La situation sur le marché du travail, c'est celle du début d'une reprise économique, mais là, il est encore trop tôt pour que les effets de cette reprise se voient sur les effectifs. Pourquoi? Parce que le versement de la prime d'activité, il repose, comme pour le RSA, sur une déclaration de revenus moyens sur 3 mois. Donc les effets sont légèrement différés. Pour l'instant, nous, ce qu'on observe, en juillet-août 2020, ce sont les effets de la morosité du marché du travail. Avec du côté des échanges entre le monde du travail et le monde du chômage, moins d'entrées, car les possibilités de retrouver un emploi sont limitées, et on observe des sorties vers les pertes d'emploi. Du côté des personnes qui sont déjà en activité, on observe la baisse des recours au chômage partiel à l'issue du confinement. Donc les salariés concernés retrouvent leurs revenus d'avant et sortent du dispositif de la prime d'activité. Pendant cette période, c'est cet effet-là qui est prédominant, et au total, les effectifs diminuent. La troisième période, celle qui va de septembre à décembre 2020, une nouvelle période de hausse des effectifs. Là, cette fois-ci, les évolutions d'effectifs traduisent les effets de la reprise économique entamée durant l'été. Du côté des personnes en activité, on observe des sorties des dispositifs via le retour à des revenus plus conséquents. On dépasse donc le seuil d'éligibilité. Et du côté des personnes sans emploi, certains retrouvent justement le chemin de l'emploi. Et là, comme on est dans une période où on redémarre l'activité, les retours à l'emploi se font souvent sur des emplois précaires ou à temps partiel, donc c'est-à-dire des emplois avec des revenus modestes. Et c'est cet effet-là qui prend le dessus dans cette troisième période et qui font que les effectifs de la prime d'activité augmentent. Quatrième et dernière période qu'on a pu analyser, c'est celle de janvier à mai 2021, nouvelle période de baisse, avec une situation économique beaucoup plus favorable. La reprise s'est confirmée. Du côté des personnes en activité, les retours à des revenus plus conséquents multiplient les sorties. Et du côté des personnes sans emploi, ceux qui en trouvent un, justement, ils vont potentiellement en trouver un directement avec des revenus suffisants, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas passer par le dispositif de la prime d'activité. Donc au total, les effectifs diminuent. Donc je vous ai de nouveau mis les évolutions de la France métropolitaine en pointillé, avec donc encore une fois, on a une évolution qui est similaire à celle de la France métropolitaine. On a un pic des effectifs qui a été atteint en décembre 2020 et en mai 2021, on est revenu à une situation proche de celle d'avant-crise. Alors j'arrive à la fin de cette présentation, mais si vous devez retenir que quelques messages forts, les voici. Le RSA, l'ASS et la prime d'activité, ce sont des dispositifs qui sont pertinents pour appréhender l'évolution de la précarité qui a été engendrée par la crise économique. Ces 3 dispositifs, ils ont joué au plus fort de la crise un rôle d'amortisseur social.
Et lorsque le plus dur de la crise est passé, qu'une reprise économique s'est confirmée, eh bien les recours à ces prestations sont revenus à des niveaux avant crise. Je vous remercie pour votre attention. Je pense que Dominique va vous mettre le lien vers la publication. Est-ce qu'on va laisser du coup quelques minutes aux uns et aux autres si vous avez des questions à poser à Magali Flasher. Alors, s'il n'y a pas de questions, moi je peux éventuellement en anticiper une. Ouais, Ce sont les évolutions plus récentes hein, de ces dispositifs. Vu que là, bon, pour des histoires de délai de réalisation, on a dû s'arrêter à mai 2021, mais l'adresse a mis entre-temps à disposition les données qui vont jusqu'en août 2021. J'ai même été très prévenante et je vous ai fait un beau graphique, regardez, le voici. Donc c'est en bleu le RSA, en rouge la prime d'activité et en jaune l'ASS. Donc on va évacuer là où il n'y a pas grand-chose à raconter, c'est-à-dire le RSA et la prime d'activité avec des effectifs qui se stabilisent. Par contre, forcément, l'évolution du RSA pose question, vu qu'on a un énorme rebond en juillet 2021. Alors, je rappelle déjà que les rebonds, enfin toutes les hausses et baisses spectaculaires de la SS sont dues au fait qu'on est sur des effectifs qui sont faibles et que là, on est sur une série en base de 100. Voilà, c'est ce qui donne ce visuel-là. Alors, pour comprendre l'évolution de la SS, il faut revenir en arrière sur ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les nouvelles mesures d'urgence qui avaient été prises fin 2020 pour prolonger les droits à l'assurance chômage ont fait que les chômeurs en fin de droit ont continué à percevoir des droits au chômage, ce qui a limité de fait les entrées en ASS. Ces droits, ils ont été prolongés jusqu'à fin juin. Et vous voyez qu'on a des bascules qui se font en juillet. Donc c'est suite en fait à l'arrêt de ces mesures qu'on a cette énorme bascule dans le dispositif de l'ASS. En volume, pour relativiser tout ça, en fait c'est plus 6220 allocataires en juillet 2020 par rapport à juin 2020. Voilà. Merci pour ces précisions sur cette dernière période. Est-ce qu'il y a, oui, il y a une question qui arrive. Alors, Monsieur Bergeron, qui est, il me semble, de l'ARS, qui demande est-ce que des différences ont été étudiées et analysées selon les publics bénéficiaires? Exemple, jeunes familles monoparentales. Alors, pas à ma connaissance. Il y a également une chose que j'ai que je n'ai pas précisé, les données de l'adresse qui sont mises à disposition, toutes les données qui portent sur les 5 derniers mois, ce sont des données qui sont provisoires, ce sont des données estimées. Donc on est sur des données avec peu de détails, notamment sur le type de bénéficiaire. Peut-être que l'adresse fera cette analyse plus détaillée par la suite, lorsque les données seront consolidées. Pour l'instant, ça n'a pas été fait, enfin pas à ma connaissance en tout cas. Ok, merci. Une deuxième question d'Anne Sadoulé-Mazurel de l'ADREPS qui demande, peut-on dire que les bénéficiaires du RSA et de l'ASS ont bénéficié de la même manière de la reprise que les travailleurs pauvres? Alors, est-ce que vous pourriez préciser un petit peu votre question, s'il vous plaît? Qu'appelez-vous de la même manière? Dominique qui se fait le relais d'une précision apportée par Léa Moreau. Qui dit il y aura une publication le 15 décembre par l'adresse sur la protection sociale, panorama de la protection sociale, avec notamment un éclairage sur les effets redistributifs par décile de ménage des principales prestations en 2020. Madame Sadoulé a précisé sa demande. J'ai eu l'impression que les bénéficiaires du RSA et de l'ASS augmentaient du fait de la crise, mais que par contre les bénéficiaires de la prime d'activité diminuaient. Du fait de l'effet ciseau, est-ce qu'on peut dire que les bénéficiaires du RSA et de l'ASS n'ont pas retrouvé autant de travail que les travailleurs pauvres? Alors là, ce sont des informations très précises. Alors déjà, quand il y a une reprise économique, les sorties du dispositif du RSA se font de manière très simple. C'est quand on retrouve un emploi. Donc là, on a bien cet effet-là pour les allocataires du RSA.
la reprise économique a été bénéfique, vu qu'ils sont sortis de ce dispositif. Pour les travailleurs au revenu modeste, on a eu effectivement d'abord une période de hausse des effectifs, puis de baisse des effectifs sur une même situation économique, c'est-à-dire une reprise économique. Mais en fait, ce qui a été délicat, c'est qu'on a eu d'abord la reprise économique, qui a donné des rentrées dans le dispositif de la prime d'activité parce que les gens retrouvaient des emplois, mais des emplois précaires. Et ensuite, une fois la reprise économique confirmée, eh bien, les gens ont un peu traversé, si vous voulez, le dispositif de la prime d'activité et en sont sortis de ce dispositif en retrouvant des revenus conséquents. Voilà, donc je pense qu'on peut dire que les bénéfices de la reprise ont été valables à la fois pour les allocataires du RSA, de la SS et de la prime d'activité. J'espère que ça répond à votre question. Nadia Nussbaum qui demande est-ce que les profils des bénéficiaires sont identiques avant crise ou après crise? Entre parenthèses, par âge, sexe. Aucune idée. Je ne sais pas. Et Anne Sadoulé qui précise que ça répond à sa question. Alors, dans notre, je précise aussi, dans notre publication, volontairement, on n'a pas parlé on a seulement parlé des effectifs d'allocataires et pas des montants des prestations, parce que c'est des données qu'on n'a pas forcément au niveau régional. Par contre, au niveau national, ce qui a été observé au moment où on avait justement cette forte hausse des allocataires RSA, SS, etc., c'était qu'en plus, on versait des montants plus importants. C'est-à-dire qu'il y avait une accentuation de la pauvreté pendant cette période-là. Voilà, si ça peut essayer d'apporter un petit peu de qualitatif. Alors, Madame Sadoulé-Mazurel qui pose une autre question sur l'effet amortisseur des mesures gouvernementales. Est-ce qu'à la fin de celle-ci, du coup, beaucoup ont perdu leurs droits? Alors là, moi, je me prononce que pour les prestations qu'on a suivies, notamment celle de l'ASS. En fait, ils ont les demandeurs d'emploi en fin de droit qui ont perdu leurs droits, les ont perdus quand même plusieurs mois après la date à laquelle ils devaient initialement les perdre. Et après, ils ont quand même d'autres dispositifs qui sont à leur disposition pour leur garantir un revenu. Normalement, ils peuvent faire une demande au RSA lorsqu'ils arrivent à la fin de l'ASS. Ensuite, sur les autres prestations, RSA, j'ai pas d'informations plus que ça. J'aurais une question. Au début, vous nous disiez avoir écarté un certain nombre de prestations. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles en sont les raisons? Pourquoi s'être concentré sur ces trois-là? Vous nous avez expliqué pourquoi, mais vous disiez pouvoir nous expliquer pourquoi avoir écarté les autres. Tout à fait. Il y a peut-être alors les questions principales les indicateurs peut-être que vous auriez voulu voir. On peut se demander s'il y a les aides au logement qui peuvent être un bon indicateur de suivi de la précarité. Le problème, c'est que les aides au logement, on est justement sur ces prestations qui ont des déclarations de revenus sur l'année N-2. C'est-à-dire que donc si je fais une demande d'aide au logement en 2020, en fait, je déclare mon revenu de 2018. Donc, du coup, pour suivre les effets de la crise 2020, c'est pas possible. En revanche, dans le futur, ça pourrait être un bon indicateur de suivi de la précarité. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la mise en place au 1er janvier 2021 des aides personnelles au logement en temps réel, donc avec une déclaration trimestrielle. Donc, pour la suite, on pourra très certainement prendre cet indicateur. Il y a aussi éventuellement la garantie jeune, où on peut se demander pourquoi on l'a pas suivi. On le suit pas parce que c'est un indicateur c'est un dispositif qui est surtout dépendant d'un calendrier politique.
avec des quotas qui sont mis en place et du coup qu'on ne peut pas relier directement à des évolutions sur la situation du marché du travail. Magali, je vous remercie pour cette Avec plaisir. présentation. Voilà, je vous dis à bientôt. Merci à tous. Bon après-midi. Au revoir. Merci.